Imaginez la scène. Vous ouvrez le livre de Claude Raban et comme au théâtre, le rideau se lève. Dans une lumière noire, les morts se relèvent pour hanter les vifs et les accuser de leurs vœux assassins. Je n'en veux rien savoir. Côté cour, Othello, noir de peau, noir désir, tel cet arabe éternel conquérant de la blanche Europe, Othello étrangle Desdémone avec son mouchoir. Le rire de Iago nous délivre un éclat étrange, un rayon vert sur ce coin de la Seine. Côté jardin, des enfants pleurent avant de mourir sous le couteau de leur mère aux yeux fous, Médée. Une ombre court d'une scène à l'autre comme un serpent noir. C'est le monstre aux yeux verts, jalousie. La jalousie est un spectacle qui brouille la vue tant elle nous saisit. Claude Raban, dans son livre, nous tire vers les coulisses. Et pourtant, comme chacun, je n'en veux rien savoir. Jalousie. Jalousie, pas la jalousie. Jalousie. Jalousie, c'est le titre singulier qui déploie en somme une unique question, celle que Claude Raban reprend à Euripide, qu'il met en exergue dans un de ses chapitres. Pourquoi la haine meurtrière prend-elle la place de l'amour? Voilà ce que ce livre aborde avec une audace qui nous conduit aux limites de la pensée du masochisme, aux limites de la pensée de la projection délirante, dans un mouvement qui ne perd jamais le fil et de la singularité, et celui, toujours très actuel, du politique. Jalousie au singulier, c'est-à-dire pour chacun. Depuis la bonne jalousie qui anime une rivalité porteuse de bien et d'encouragement à l'excellence, jusqu'aux extrêmes de la sauvagerie, là où l'envie se détache comme pure culture du désir infini de maîtrise, du désir infini de possession. La haine meurtrière, c'est l'appel aux dieux barbares, aux dieux du sacrifice, sur l'autel desquels l'objet d'amour est sacrifié. La passion, cette passion, la passion jalouse, est passion de détruire. La jalousie est un thriller, un jeu de terreur qui saisit les protagonistes jusqu'à la mort. Terreur des terroristes. Vous, les Occidentaux, aimez la vie. Nous, à Daesh, nous aimons la mort. C'est la force urgente du livre de Claude Raban de n'épargner à la pensée aucun champ. La psyché, disait le dernier Freud, la psyché est étendue. Vous vous rappelez de ces derniers mots de Lacan de Freud. La psyché est étendue. Et l'auteur de démasquer les jeux projectifs des enjeux psychiques internes dans une mythologie religieuse mortifère. Les jeux, la mythologie interne est projetée sur le monde extérieur. Psyché est étendue et, précise Freud, ne le sait pas. Cette dimension du désaveu est ici centrale. On reprendra certainement tout ça. Désaveu, déni, forclusion. Les mécanismes d'exclusion sont opérants avec toute l'énergie déliée de la pulsion de mort. Exclusion de l'autre, exil et désert du sujet. Tant sur le plan de l'individu, aux prises avec ses objets d'amour, que sur celui des groupes communautaires et leurs objets idéaux. Dans ces jeux projectifs, la certitude aveugle qu'apporte la croyance brise toute possibilité de pensée. Je vais vous citer Claude Raban, page 181 pour ceux qui ont le livre. Comment la loi, non plus seulement refoulée mais fort close, fomente-t-elle en secret le retour du Dieu le plus archaïque, un Dieu animal, un Dieu sauvage d'avant l'éthique. J'aime ce livre pour ses audaces de pensée, pour la manière
dont la psychanalyse fait son miel des grands auteurs. Ici, c'est le théâtre. Le théâtre qui livre à l'analyste des échappées contre le dogme. J'aime ce livre quand le style emporte les formes traditionnelles. Bref chapitres qui, pour moi, trahissent une pensée vive, une pensée de l'urgence. Comment continuer à supporter, comment continuer à porter une pensée analytique quand la barbarie foudroie nos enfants? Il y a urgence et Claude Raban ne s'y dérobe pas. Je cite. Car il y a, au cœur du meurtre, un je n'en veux rien savoir qui fomente le délire et le déploie. Et un peu plus haut, Claude Raban nous proposait ceci. La seule réplique véritable, la seule réplique à l'horreur actuelle, la seule réplique véritable serait celle que Freud a tentée dans son Moïse, au bord de la catastrophe nazie. Mais n'est-on pas aussi, pour nous, pas très loin de cette catastrophe? Donc, réplique véritable serait celle que Freud a tentée dans son Moïse, déchiffrer la vérité historique, entre guillemets, déchiffrer la vérité historique déniée ou foreclose dans la religion. Je tiens cette position comme une clé, comme un phare auquel se tenir. Voilà ce à quoi nous invite Claude Raban dans son dernier livre, se tenir à la pensée libre comme, je cite Freud, enfin je cite Claude Raban citant Freud, la pensée libre comme cette excroissance de mon travail de pensée, excroissance de mon travail de pensée. Ce savoir arraché au je n'en sais rien est bien cette excroissance. L'audace de Freud, notre Claude Raban, est de ne pas reculer devant cette excroissance pour décider d'en faire un objet de savoir comme une partie de son propre cerveau, dit-il, comme une partie de son propre cerveau. Le corps, en effet, n'est-il pas toujours ainsi convoqué sur les lieux de l'acte psychanalytique, comme une folie? Meshuggah. La folie est celle, peut-être, du penser, d'arriver à penser la sublimation, qu'il a une question à l'œuvre comme un fil qui court toujours dans l'œuvre, dans le travail de Claude Raban depuis quelques années à partir des ruines du non-savoir, des ruines sauvages de la pulsion de mort. L'être ici prend le pas sur l'objet à posséder jusqu'à la destruction. Être ou ne pas être, et la question scénique, spectaculaire de la jalousie. Claude Raban montre dans son livre, avec le Lacan des complexes familiaux, que l'intérêt porté au rival est passionné, non tant par les valeurs de l'objet, mais par les enjeux identificatoires. Je cite Claude Raban, page 94. L'agressivité est moins l'effet direct de la rivalité pour un même objet que la conséquence inversée du rejet des affects d'identification rivale. Des affects d'identification rivale. Ce qui n'amène pas nécessairement à parler d'homosexualité. Vous connaissez tous la théorie freudienne sur la jalousie. Donc ce qui n'amène pas nécessairement à parler d'homosexualité, car nous sommes en deçà d'une telle différenciation des sexes. Cet intérêt singulier pour cet intérêt singulier pour le rival, cet intérêt singulier pour le rival que Lacan souligne, je cite Claude Raban, a tout en effet de la fascination. Je crois que tu reprends quelque part ce terme magnifique de Virginia Woolf, la fascination de l'étang. Oui. Fascination de l'étang. A tout en effet de la fascination. Nous dirions volontiers, continue Claude Raban, fascination par la profondeur, les pensées étranges et les désirs inconnus, l'altérité comme telle, somme toute, une attraction par l'informe,
plutôt que par le reflet d'une forme ou le faux semblant d'un semblable. Ce n'est pas Narcisse, happé par son reflet, ce n'est pas le double jeu du « je te tiens par la barbichette », même si on peut avoir parfois l'impression d'une telle plaisanterie. C'est un style magnifique. Le ton est donné, de l'identification comme processus majeur en jeu sur la scène de la jalousie, jusqu'aux manœuvres communautaires actuelles dans le bruit et la fureur. De l'un à l'autre, Claude Raban tisse un fil continu. Ce fil et sa continuité, sa tension ressortissent à ce que Claude Raban, et là je le suis avec beaucoup de force, pose au fondement clinique et théorique la mélancolie. Je cite pour l'avant-dernière fois. L'interprétation qui se dégage du texte, mais alors le texte ici, il s'agit d'une autre scène, c'est celle d'Andromaque. Vous avez tous en tête, j'espère. L'interprétation qui se dégage de ce texte est en effet que la source première de toute cette mécanique furieuse, c'est la mélancolie. Mélancolie. Et si donc, comme disait Freud, l'ombre de l'objet tombe sur le moi, c'est pour signifier sa dévoration, son sacrifice aux dieux barbares, aux dieux archaïques. Jalousie est ainsi la vibration, la résonance de ce qui nous fait être. Elle n'épargne aucun, habillée qu'elle est de son vêtement commun du « je n'en veux rien savoir ». Elle n'épargne aucun, comme elle infiltre tout autant les formations sociales, politiques, communautaires, depuis l'identification personnelle, privée, celle qui fonde le sujet, jusqu'aux revendications communautaristes. Alors, en guise d'ouverture, pour finir, donc, je reprendrai la question qui clôt le livre, peut-être qui permettra de rebondir, parce que cette question résonne et fait résonner tout le livre. C'est la question donc qui clôt ce livre. Les passions jalouses peuvent-elles faire l'histoire en détruisant des pans entiers d'espace-temps? Claude Raban. D'espace-temps. Je vous la relis. C'est la dernière phrase du livre. Les passions jalouses peuvent-elles faire l'histoire? La réponse est presque nulle. En détruisant des pans entiers d'espace-temps. En détruisant des pans entiers d'espace-temps. Très bien, il y en a qui la connaissent maintenant par cœur. Ça, c'est un bon signe. Mais oui, tout est là. Je pense que tout est là. Un grand merci vraiment pour cette présentation magnifique et d'une telle justesse que ça me suffoque moi-même. C'est ton livre. Oui, je suis obligé de le reconnaître. Je suis obligé de reconnaître aussi que je pense l'avoir déjà beaucoup oublié. Que ce rappel est... Je n'en veux rien savoir. Je n'en veux rien savoir, absolument. Absolument, oui, absolument. Je ne sais pas trop comment reprendre tout ça, parce que... Sinon, en effet, que la dimension... pour moi, je dirais, en quelque sorte métaphysique, qui est, quelque chose au fur et à mesure que la chose écrite s'est déployée pour moi, j'ai le sentiment que ça s'enfonçait de plus en plus. Ça s'enfonçait de plus en plus dans quelque chose qui traverse toute une partie des structures individuelles et toute une partie de l'histoire. Toute une partie de l'histoire. Si à travers ce prisme, on entrevoyait des choses en effet très, très violentes et très actuelles, et bon, ce qui apporte pas exactement des réponses, mais quand même des vues sur
tous ces mécanismes de retournement, disons, ce que tu avais cité à un moment de repeat, comment est-ce que c'est possible que l'amour se retourne à un certain moment. Prendre la place de l'amour. Prendre la place, et à proportion même de la force. Donc, comme s'il y avait quelque chose. Alors, il y a cette très beau début que tu as fait sur le théâtre et la mise en scène, effectivement, parce que c'est très fort, c'est une passion, si on peut dire, particulièrement scénique, particulièrement apte à la production de scènes. Bon. On dit ça, je vais te faire une scène. Voilà, on peut dire aussi faire une scène, etc. Donc du plus soft au plus qualifiant, c'est-à-dire ce qu'on s'accorde souvent à dire, c'est que la logique, même si elle ne va pas toujours au bout, la logique de la jalousie, c'est le meurtre. C'est-à-dire que la logique qui peut s'arrêter, qui peut s'inverser, se tempérer, mais la logique, c'est la destruction de l'autre. Et en particulier dans quelque chose qui met en jeu l'amour. Enfin, il y a un amour... c'est-à-dire que quand je suis parti de l'idée que les morts, peut-être, que ce sont les morts qui nous persécutent. C'est ça l'idée de départ. C'était le point de départ. C'est écrit un peu comme ça. C'est-à-dire une phrase qui s'est, puis après, j'ai essayé d'en tirer les conséquences, de voir qu'est-ce que ça impliquait. Voilà. Donc cette espèce de... Parce que je pense, y compris dans ce qu'on appelle le surmoi, c'est ces puissances qui viennent nous tirer les pieds quand on dort. Bon, donc il y a cette chose, mais ce qui est quand même au centre, bon, je dirais, c'est la mort de l'amour. C'est la mort de l'amour. Comment est-ce que ça peut mourir? Pourquoi? Et si ça meurt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dirais qu'il y a une espèce de point de fusion ou de retournement à propos de la mort de l'amour, où on entend aussi, où on entendrait aussi, où on entendra aussi l'amour de la mort? Alors, effectivement, ça il y a un point de fusion. Il y a un point de fusion, effectivement, oui. Qui est celui de la fureur dont tu parles aussi. Celui de la fureur, effectivement. Oui, il y a quelque chose comme ça sur la fureur, oui. Sur la fureur qui se déchaîne au point que la mort devient plus aimable et plus aimable. Oui, absolument. Peut-être le recours. Un recours, enfin, oui. C'est plus qu'un recours, c'est vraiment un amour. La citation de Daesh qui est dans leur texte est exemplaire. Oui. Alors, dans la blessure amoureuse. Oui, enfin, c'est la question, enfin, effectivement, ce que tu évoques, bon, j'ai pas voulu... Enfin, mais c'est vrai qu'il y a la pulsion de mort qui joue très fort. La pulsion de mort pour l'autre, et puis pour le rival qui peut peut-être prendre son objet aimé. Il y a les deux notions, quoi. Et qui aboutit effectivement à la mélancolie dans l'état extrême. C'est-à-dire que la question que j'ai pas voulu non plus, enfin, pas pu, en toute façon, pousser pour un instant plus, mais est-ce que c'est la même chose qui se passe entre les peuples? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des phénomènes du même type, d'une autre échelle, bien sûr, mais entre les peuples, c'est-à-dire à la fois puisque par exemple, il y a quand même un phénomène assez simple et assez banal, c'est-à-dire que c'est difficile d'accepter un don de quelqu'un. On n'est pas toujours apte de recevoir. Et par exemple, quand un peuple reçoit d'un autre une partie de sa culture, quelle est la vengeance qui va s'en suivre? C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on vient à se venger de ce qu'on a reçu.
comme une dette, justement, qui est insupportable. Et donc, dans les relations d'histoire entre les peuples, il y a des choses, enfin, entre l'Orient et l'Occident, bien sûr, avec à chaque fois des violences, des exécutions, des génocides, etc. Donc, je me rendais pas, à travers ce que tu dis, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà quelque chose qui s'amorçait d'une idée un peu plus actuelle que j'ai en ce moment, c'est-à-dire sur... Le vocabulaire freudien est un peu complexe parce que quand nous disons, nous aujourd'hui par exemple, forclusion, bon, le terme n'est pas... Alors, pour lui, c'est Verleugnung, c'est même quelquefois simplement refoulement, qui veut dire un peu tout ça et qu'on serait plus tenté de dire qu'il y a une sorte de forclusion. Mais que quand il y a quelque chose... Alors, toute l'histoire du Moïse que Francis a repris là, dans le texte qui sera publié bientôt, cette idée du double meurtre de Moïse, où la première forclusion du premier meurtre n'arrive à se symboliser que par une répétition. Que deuxième... Et c'est pas le même mécanisme à chaque fois. C'est pas le même mécanisme à chaque fois, justement. Oui. Mais ce qui voudrait dire que c'est pas seulement le meurtre, mais que c'est la forclusion d'un meurtre qui produit le génocide. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Bon, ça, évidemment, c'est un peu vite dit comme ça, mais que c'est dans la mesure où il y a ce processus d'un... Je n'en veux rien savoir. On ne doit rien en savoir. Et par exemple, je reprenais aussi la fin pour la fin de l'analyse finie infinie de 37, où il parle de justement quelque chose qu'on pourrait aussi traduire par la forclusion du féminin, de la féminité. Et ce qui est très intéressant, je me suis rendu compte, c'est de voir comment ça se distingue, ce type de processus, comment ça se distingue du refoulement. Et c'est très important parce que dans ce passage, Freud fait allusion à une discussion qu'il avait eue avec Fliss jadis, où Fliss disait, au fond, c'est la différence des sexes qui pousse au refoulement, qui engendre le refoulement. Et Freud dit, déjà à ce moment-là, j'étais absolument contre cette idée. C'est-à-dire que pour moi, le refoulement est un processus strictement psychique. Alors que, en quelque sorte, alors que ce dont il s'agit, au fond, comme il dit, quand on a traversé toute la stratification de la psychologie, on tombe sur du biologique. Et le biologique, c'est le sexuel. Et donc, il y a quelque chose qui ne relève pas, qui n'est pas du tout du refoulement, qui est une espèce de forclusion organique. Ce qui est une espèce de rapport, de rapport à l'organique en tant qu'il peut faire l'objet d'une sorte de forclusion qui ensuite est repris dans le refoulement. Mais ce qui est refoulé, c'est ce qui est forclos, c'est le forclos, en quelque sorte. Donc on a un mécanisme assez complexe. Et où il dit la première chose, et c'est là où on voit quelque chose de la forclusion, il dit en fait la meilleure comparaison du refoulement par rapport à, comme toujours des métaphores, des références textuelles, scripturaires, etc., au niveau de l'écriture, il dit c'est le refoulement au centre de... c'est l'omission. Et ensuite, il y a la déformation, il y a les déplacements de texte, les falsifications, etc. Mais toutes ces opérations de falsification, et on peut appliquer ça d'une certaine manière au collectif et au peuple, c'est-à-dire toutes les déformations, déplacements, Textenstellung, etc. Ça, c'est au niveau du moi. C'est le moi qui est falsifié. Voilà. C'est le moi qui est falsifié, mais il est falsifié par le processus du refoulement, mais dont le cœur lui-même est une sorte de blanc, quoi, d'omission. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui est assez proche de l'idée d'une forclusion, mais cette forclusion, elle ne peut. C'est ça qui serait intéressant, parce que ça remonte aussi à Spinoza, parce que l'importance que donne Spinoza aux passions comme liées au corps, comme inséparable du corps et de l'organique. Et donc, tout ce qui est de ce niveau, c'est pour ça que dans ce passage, il parle du fameux le roc fondateur. Le roc fondateur, c'est l'organique. Oui, c'est le biologique. C'est le biologique, mais parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a du solide, enfin du solide, y compris de ce qu'on ne veut pas savoir. Oui, mais en même temps, c'est cet endroit-là où Freud ancre la pulsion dans cet endroit étrange. Absolument. Qui est à la fois le biologique et à la fois la première représentation. Voilà. Alors, le refoulement primaire, c'est celui de la première représentation à partir du biologique. Voilà. Et ce dont tu parles, c'est un peu en deçà encore, si je comprends bien. C'est à la limite, c'est-à-dire, je crois que par exemple, c'est pour ça que pour le refoulement originaire, Lacan dit c'est un trou. Oui, c'est ça. C'est un trou, c'est-à-dire que c'est un trou. C'est un trou par lequel ça peut respirer. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de respiration. Ouais. C'est le paradoxe que c'est à partir de ce trou que la représentation devient possible. Exactement. Oui, c'est ça. Et dans ce sens, alors, est-ce que la jalousie serait pas justement liée à ce défaut de refoulement originaire? En quelque sorte, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est enfin, dans les choses les plus dramatiques, c'est quelque chose qui fait que la pulsion commence à fonctionner toute seule d'une certaine manière. La pulsion commence à fonctionner pour elle-même. Un défaut de trou. Hein? Un défaut de trou. C'est un défaut de trou. Si on entend par trou, moi je dirais justement la possibilité du souffle, de la respiration, etc. Oui. Et ce qui est étonnant quand même, c'est précisément le fait que la jalousie parcourt toute la gamme des possibles de la vie. Oui. La jalousie, on ne peut plus normale, naturelle, banale. C'est une marque d'amour pratiquement. Enfin, tous les couples, toutes les relations connaissent ça. Mais ce que tu dis, c'est que il n'y a pas d'autre. La jalousie est une espèce de, c'est un mouvement cohérent qui parcourt jusqu'à ses extrêmes. Oui. Alors, comment est-ce que ce mécanisme fondamental, quand même, qui met en jeu quelque chose de puissant, de non contrôlable, peut être à la fois pris dans, mon Dieu, la normalité des relations entre les êtres vivants, et qui peut aller jusqu'à la plus extrême sauvagerie. C'est étonnant que le même mécanisme, ou alors il faudrait penser peut-être je ne sais pas comment dire, mais des moments peut-être plus particuliers de ce mécanisme. Mais comment est-ce qu'on peut penser qu'un mécanisme qui viendrait toucher profondément la couche aussi importante et déjà elle-même dramatique de ce bouchage du trou, je ne sais pas quoi, quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de représentation et donc la pulsion se met à circuler librement. Comment est-ce que ce mécanisme-là pourrait quand même être aussi agissant dans la jalousie banale qu'on éprouve pour sa femme, sa copine, son mari? D'abord parce que c'est toi qui dis banal, mais oui. Singulière, disons. Oui, à la singulière, c'est déjà mieux, je crois. Singulière, c'est pas banal. Quand on est d'une manière ou d'une autre, quand on est dans le singulier en question, c'est pas banal. Mais oui, parce qu'en effet, je ne sais pas, oui, je pense que le banal n'est pas banal. Et que la violence est très, très vite là. Hein. Oui. Et en effet, c'est vrai qu'il me semble qu'elle est tout le temps présente dans la relation amoureuse. Ouais. Sauf que, si tu veux, là, il faut quand même, à ce moment-là, je parle du singulier, on en vient quand même forcément à des effets de structure, si vous voulez. La jalousie, c'est pour moi, je disais que c'était une sorte de structure méta, physique ou psychologique. Mais selon, bien sûr,
les individus ou les peuples ou l'histoire des peuples. Hein. Si on veut faire le chemin. Après c'est le particulier ou le détail, ce que fait Freud sur Moïse d'ailleurs, parce que c'est des points. Oui, c'est ça. Hein, et que c'est dans un contexte, je sais pas, psychotique, hystérique, paranoïaque, etc., forcément ça n'aura pas la même tournure exactement. Hein. C'est ça. Il y a quand même à propos de l'islam dans le Moïse, cette remarque ou passage très brève est quand même assez fulgurante. Hein. Quoi? Où il dit, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas tué leur fondateur. C'est quand même assez... C'est énorme, c'est très intéressant. Et qu'ils ne le reconnaissent pas. Comment? Et qu'ils ne le reconnaissent, qu'ils ne le reconnaissent pas. Oui, mais c'est toute la... Si on veut reprendre des choses plus cliniques de Freud, en réalité ça peut se relier à toute la question du trauma et de ce qu'il appelle le Shrek, l'effroi. C'est-à-dire pourquoi certains événements ne sont pas traduits. Pourquoi est-ce qu'ils restent oui. Non, continuez votre phrase, je voulais dire que... Pourquoi est-ce que ça reste... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce passage dans les cultures hystériques, il dit à la fois c'est oublié, c'est-à-dire la patiente ne se souvient même plus, sauf que, notamment sous hypnose, quand ça revient, c'est complètement intact. C'est-à-dire c'est l'événement, le trauma, le choc, le Shrek, est toujours là intact, on n'y a pas touché, sauf qu'il a été complètement oublié. Donc il y a ce rapport entre l'oubli, la personne serait même incapable de se rappeler l'âge de l'événement, et la trace traumatique est absolument intacte. Alors intact pourquoi? À cause de ce qu'il appelle le Shrek, c'est-à-dire à cause de cette espèce de... C'est aussi intéressant parce que à cause d'une sorte d'effet de stupéfaction, d'arrêt de pensée, d'arrêt de tout, hein, d'effroi, de sidération, etc., où il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Et donc, il en vient à dire que non seulement c'est à cause de l'effroi et de l'absence de réaction, mais c'est aussi à cause de l'état psychique. Parce que c'est lié, et ça touche quand même à cette question du Gewachsner-Fels, c'est-à-dire au roc, disons, physiologique, organique. C'est-à-dire qu'il y a des états psychiques, soit qui sont là d'avance et que ça produit, ça ouvre la voie du Shrek, de l'effroi, soit c'est l'événement lui-même qui produit l'état psychique. C'est ça. Mais dans tous les cas, il y a cette idée d'un certain état psychique qui fait que ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment au ras de la physiologie, d'une certaine manière. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Comment comprendre cette continuité alors qu'il y a tant de différences entre la jalousie banale et puis la folie paranoïaque, quoi. Ça grandit. Mais pas seulement, on a l'impression qu'il y a un saut qualitatif aussi. Oui, on est tout à fait sur un autre bord. Pardon. Parce que déjà, c'est très difficile de parler à Très difficile. toi. Déjà de parler, oui. Quand même, très difficile. Mais tu m'as mis des choses comme ça dans la mémoire, à savoir le mythe qui borde les origines qu'on ne saurait connaître, d'une certaine manière, et qui fait entendre à partir de là, à partir de ces origines qu'on ne peut pas connaître, une répétition qui se refait et qui est là. Donc tu m'as remis ça dans la tête. Ce que je voulais dire quand même à Claude Raban, c'est que j'ai été tout à fait surprise, délicieusement surprise. J'ai adoré lire votre livre qui m'a ouvert des tas de choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Alors ça, c'était vraiment une trouvaille parce que c'était un aller Marseille et un retour Marseille dans le train, voyez-vous. Et c'était vraiment quelque chose de formidable.
Et ce que j'ai retenu quand même, c'est ça. C'est quelque chose de la structure, je dirais, que j'ai retenu. Et là où vous dites, si c'est la jalousie même qui est déniée ou foreclose dans l'histoire, alors c'est à la reconstruire comme vérité historique, tel le Moïse de Freud, que nous devons nous consacrer. Voilà, ça c'est une phrase qui me semble très très forte, parce que c'est un peu comme si vous disiez que là où il y a dénier, c'est quand même faire le known, et foreclose, c'est faire le food. Donc il y a quelque chose du côté de la psychose, de l'autre côté il y a quelque chose du côté de la perversion. Et ce que vous dites, c'est comme une espèce d'équivoque, à savoir que si c'est ça, eh ben va falloir lever le refoulement. Donc on est dans le Verdrängung à ce moment-là, c'est-à-dire il va falloir lever le refoulement. Vous dites qu'il y a deux choses, si c'est ça, si c'est pervers ou psychotique, il va falloir lever le refoulement pour en faire une vérité historique. Voilà, c'est quelque chose là qui me... Bon, je ne saurais pas dire plus, mais j'ai l'impression d'être sur cette question depuis un bon moment. J'entends des collègues sur la même question. J'ai l'impression que avec votre sens artistique, si je puis dire, vous levez quelque chose de ça qui peut faire qu'on peut prendre la question d'une autre façon. Voilà. Ben oui, ce serait bien, oui. Ben, je ne sais pas, j'espère. Hein. En tous les cas, c'est ce que j'ai ressorti. Voilà, je ne sais pas si je pourrais. Hein. Parce que l'équivoque n'a rien à voir maintenant. Pardon? L'équivoque n'a rien à voir maintenant. Rien à voir. Vous avez parlé d'équivoque, je ne vois pas pourquoi vous avez employé ce terme là-dedans. Je ne vois pas d'équivoque, pas une histoire d'équivoque. Ben si, il y a une équivoque, parce qu'à partir du moment où c'est foreclos, à partir du moment où c'est dénié, on dit qu'il n'est pas question de refoulement. C'est pour ça que je parle d'équivoque, mais l'équivoque est quelque chose qui peut faire le symptôme, qui peut le faire éclater. Donc c'est pas est un terme très précis qui n'a rien à voir avec ce que vous dites, excusez-moi. Ben, expliquez-vous, parce que... Enfin, bref, c'est pas important, de toute façon. Là, bon... Pardon? On va pas faire Bah oui, comme tu dis, Philippe. Ah oui, j'ai employé équivocité. employer des termes adéquats. Bon, la jalousie, alors on retombe dessus. Il y a un point qui est peut-être aussi important, c'est différencier, si tant est que ce soit différent, puisqu'il y a des points de fusion et de confusion entre la jalousie et l'envie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu? Oui, bah ça c'est relativement facile. Ce que j'ai fait, si on se réfère aux définitions de Spinoza. Spinoza, c'est comme tu dis, en 3 mots, c'est... Oui, alors... En 3 lignes, c'est réglé. Oui, le point de départ en 3 lignes, c'est réglé, c'est-à-dire... J'ai la citation exacte. Oui. Dans Spinoza, si nous imaginons que quelqu'un jouit d'une chose dont un seul peut être le maître, nous nous efforcerons de faire qu'il n'en soit plus le maître. Voilà. Ça, c'est l'envie, hein, définition. C'est le point de départ des deux, parce que l'envie, c'est vraiment de... Oui, l'envie, c'est l'objet, oui, c'est vouloir l'objet, l'arracher, enfin, etc. Tandis que ce qui définit comme la jalousie proprement dite, c'est plus subtil, effectivement, et ça va plus loin, puisque c'est en fait... D'ailleurs, ça ne se rapporte pas dans les termes, en tout cas, pas exactement à l'amour, mais à l'amicitia, à l'amitié, à la filia. La filia, c'est un petit peu plus subtil parce que ça renverrait, en fait, par le latin, ça renverrait à Aristote, c'est-à-dire, la filia, c'est en gros la définition du lien social. C'est le fait d'avoir un lien social, un lien donc
d'amour, d'amitié avec une personne, et le fait que cette personne a le même lien avec un autre. Donc c'est cette sorte de redoublement du même lien. Donc on n'est pas... Alors évidemment c'est beaucoup plus difficile parce que ce lien, c'est pas matériel, on ne peut pas le prendre. L'objet de l'invidia, de l'envie, à la limite, on peut l'arracher. Je te prends ça. Heureusement que j'ai mon bouquin. Oui. Donc, l'envie a une espèce d'issue peut-être violente, mais en quelque sorte naturelle. Tandis que le fait que vous soyez ami avec telle personne, comment est-ce que je peux le prendre? Qu'est-ce que je peux en faire? D'une certaine manière, ça me dépossède moi. Ça me dépossède de quelque chose de précieux, mais ce précieux n'est pas vraiment matériel. Et c'est là où tout le processus imaginaire s'enclenche, puisque qu'est-ce qui se passe? Alors, Spinoza d'ailleurs se donne le gant, si je peux dire, de rajouter que si en plus, évidemment, on imagine que c'est un traficotage sexuel, alors ça devient encore plus terrible, et plus dégoûtant. Mais c'est second d'une certaine manière, enfin, c'est pas absolument central dans le fait que c'est quelque chose de précieux, mais de sublime, enfin, d'impalpable, qui est divisé, partagé. Donc d'une certaine manière, la jalousie, c'est leur vie, ça se partage pas en quelque sorte. Je le prends, c'est pour ça que le point de départ, c'est ça, parce que ce que quelqu'un d'autre a et dont il est le seul à l'avoir, bah, moi je le veux, et puis bon. Mais est-ce que c'est pas si simple quand même, parce que dans le fameux exemple de Saint-Augustin... Oui, justement, Saint-Augustin, c'est l'invidia. Oui, mais ce qui montre bien, en même temps, je trouve qu'il y a l'objet qui pourrait bien arracher, mais il y a la pâleur de l'enfant. Oui, et ça. Cette pâleur montre que quelque chose s'est passé au niveau de son être, cette fois-ci. Au niveau de son être, bien sûr, tout à fait. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est pas l'objet, c'est le lien lui-même. Voilà. L'envie est plus dans l'image, me semble-t-il. Et plus dans l'image, ce que vous dites, que dans les mots, quoi, où il faut vraiment quand même toute une organisation pour la jalousie, alors que l'envie est tout à fait immédiate dans l'image, me semble-t-il. Oui, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il y a toute une dimension d'imaginaire et de prolifération de quelque chose qui ne peut plus être maîtrisé, qui devient... mais alors, dans les cas... Moi, je ne suis pas si sûr qu'il faille complètement cliver. Bien sûr, il y a des manifestations qui sont plus délirantes que d'autres, mais... moi, je dirais par exemple que j'en ai relevé quelques-uns à l'époque, il y en a tout le temps dans les journaux, hein, des hommes ou des femmes, ou des hommes qui vont tuer leurs compagnes, ou les enfants, ou une femme qui a tué son bébé en disant je ne pouvais pas supporter qu'il ressemble comme ça à son père et d'avoir. Donc, je pense que ça indique aussi qu'il y a des processus qui peuvent rester comme ça symboliques, mais dans certains cas, il faut justement, comme il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de contenu, parce que comment attraper le lien ou l'amour de quelqu'un? On ne peut pas l'attraper, sauf si on trouve, enfin, le meurtre ou l'action violente vient de donner un contenu, un objet, une forme, à quelque chose qui n'en a pas en réalité. Hein? Les hommes, soit dans ce sens-là, mais bon, dans le sens aussi, les hommes qui ne peuvent pas supporter que leur femme les quitte, hein, ils sont dépossédés de quelque chose qui est impalpable en même temps. Bon, et donc ça devient palpable s'il y a un enfant. Voilà, c'est la question de l'enfant et du rival. Éventuellement du rival. L'arrivée du rival permet la palpation, le fait que ça devient saisissable. Ça devient saisissable. Si je puis me permettre, par rapport à la libido, ça m'a renvoyé beaucoup au mythe d'Aristophane, que Freud met en avant pour pouvoir justement parler de la libido, à savoir ce mythe où il y a deux moitiés qui sont là, qui s'unissent, et après, elles vont être séparées et elles vont chercher l'autre.
Bon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas ne pas penser que la jalousie vient à partir du 3, c'est-à-dire à partir du manque, à partir de quelque chose spatial, je crois que vous en parlez à certains moments, à partir de l'acceptation aussi de l'autre, à partir du rejet de l'autre, ça c'est la première des choses, puisque c'est l'agressivité, c'est la mort, c'est tout ça. Donc je pense qu'en effet, ce que vous venez de dire par rapport à la libido, bon, Lacan a fait un autre mythe, il a fait le mythe de la lamelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose de notre corps même qui est perdu. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que cette moitié qu'on aurait perdue dans le mythe que Freud reprend d'Aristophane. Mais à partir du 3, nous avons la jalousie, c'est horrible, mais c'est ce qui nous fait vivre, cette mort liée à l'amour et à la vie, quoi. Voilà. Je trouve que c'est très très bien exprimé dans votre livre. Est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe aussi dans le ravissement de Lolwestein? C'est-à-dire en effet que à cet endroit-là, la jalousie manque. La jalousie manque. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Alors il y a aussi ces deux jalousies. L'une qui permet de dire tiens t'as ça et tout, moi je le veux, et permet de faire des choses dans la vie et tout, et l'autre qui est carrément mortifère, il y en a deux quoi. À un moment, je ne sais plus dans votre livre, je ne sais plus quel est l'auteur qui met ces deux jalousies en avant, et je trouve ça pas mal du tout, cet auteur. Vous ne le reprenez pas vraiment après? Peut-être, oui, possible. En tout cas, je veux dire aussi par rapport à ce que Claire disait, c'est qu'en fait, on voit bien que de ce point de vue, il y a toujours, et puis très vite, une dimension de pouvoir. C'est aussi l'enjeu de pouvoir perdu ou gagné, etc., et d'emprise. Et donc ça enclenche aussi directement sur la question politique, puisque dans les deux principales, Médée de Othello, c'est des questions de pouvoir. Et c'est pas, pour Médée, essentiellement, c'est pas une jalousie amoureuse, c'est une jalousie politique. Je suis pas sûre. C'est pas sûr. Ça peut être aussi un amour, amoureux qu'elle a eu pour Jason. Oui, bien sûr, elle l'a eu, mais il y a les deux. Mais enfin, Francis? Oui, je me demande si la jalousie n'est pas une passion monothéiste. c'est possible. Ben oui, ça va avec ce que je disais, le 3. Mais je pense quand même que ça passe par là. Oui, c'est possible. Oui, enfin, encore que... Ça va avec, Oui, avec la métaphore, quoi, en fin de compte. pas si on se réfère... Tout de même, il y a le dieu jaloux, bien entendu, à l'origine. Et puis, il y a aussi le père qui a une femme, n'est-ce pas, le Twitch. Oui, ça... Et qui jalousement se les garde. Là, Ouais. tout de même, tout ça me semble ancré dans une certaine forme de voir le monde. Ah bah, sûrement, oui, sûrement. Alors, Mais, par rapport enfin, il y en à a la- aussi, dans toute la mythologie grecque, il y en a quand même pas Alors, mal. c'est là que je me demande si... Il y C'est en a là quand que même je une me bonne demande s'il s'agit chez les Grecs de jalousie ou d'envie, justement. Moi, je vois les Grecs plus dans l'envie. Libre à vous, je ne sais pas. Enfin, Héra, tout ça. Héra, Io, C'est joli ce qu'il dit. Io, Parquet, transformé en génisse, Parquet, etc. Obligé de s'enfuir jusqu'en Égypte, tout ça, bon. Bon, c'est joli, c'est joli. C'est traité comme des événements. Ah bah oui, Pas comme de la pathologie. La pathologie, il n'y a pas plus de pathologie du côté carrière. La pathologie arrive à partir du moment où on cherche une psychologie. Avant, il n'y en a pas. Sans psychologie. la jalousie poussée à l'extrême va toujours à la pathologie.
Ouais, parce que ce que je dirais quand même, Moi, j'aimerais bien prendre un peu la parole. parce que ce que je dirais quand même pour répondre à ce que vous dites, c'est que quand dans la Bible, bon, on ne peut pas passer tous les exemples en revue parce que ce serait long et compliqué, mais il y a quand même au moins quelques exemples qui montrent que justement, il y a des procédures, des processus, des événements qui surmontent la jalousie. Hein, c'est-à-dire qui en font quelque chose. Dans le premier de tous, Caïn et Abel, disons, il y a cette espèce de jalousie ordinaire, en quelque sorte, entre les frères, mais la manière dont Yahvé intervient, ça transforme la chose. Ça en fait le début d'une nouvelle civilisation, le début d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire que c'est Dieu qui propose même à Caïn d'en faire quelque chose. Ben exactement. Au point que je pense que, si vous voulez, ce qui m'avait intéressé dans ce court fragment de texte, c'est qu'on a l'impression que Yahvé lui-même change. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même dans sa première intervention. C'est-à-dire au début, c'est le Dieu sauvage, c'est le Dieu des volcans, etc. Et puis au fur et à mesure, il devient le Dieu de l'éthique qui dit tu ne vas pas te venger. Enfin, je ne vais pas me venger, etc. Et donc, tu échappes. En effet, ça c'est le passage par Moïse. C'est le passage par Moïse. Oui. C'est Moïse qui permet la transition du Dieu jaloux au Dieu éthique. Exactement, c'est ça. Donc c'est cette transformation, ce passage, pas seulement des individus, mais de la loi. Alors, justement, ce que dit Francis, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport aussi à ce que tu disais à propos du don. Oui. C'est-à-dire qu'on se venge toujours de celui qui donne. Or, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu fait don de la loi aux hommes. Et on se demande si effectivement, comme tu dis à propos de cette jalousie monothéiste, il n'y a pas aussi là cette revendication violente des hommes par rapport à avoir à se venger de Dieu. Dans la mesure où la loi est une, oui, c'est la loi avec un grand L. Oui, c'est la loi de Pierre. Oui, vas-y. Je voulais dire qu'à partir du moment où il y a un tiers, il y a forcément de la jalousie. Tant qu'ils sont deux, il n'y a pas de jalousie. Ils peuvent se manger ensemble, s'aimer ensemble ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de jalousie. Le 3 introduit la jalousie. C'est exactement ce que tu viens de dire en parlant du Dieu. Il est possible d'aller jusqu'à 3, 4, 5. Oui, d'accord, ça on est d'accord. Alors, cela dit, dès la seconde ligne de la première page, j'ai eu comme ça dans la tête les événements actuels, avant même de la 100e page où enfin tu en parles, de Charlie, page 100, avant même ça, et j'ai eu naturellement... La rédaction a eu lieu, la rédaction du livre ne commence pas en janvier. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Et la page 100, à la fin. Et j'ai eu en tête Agar et Sarah, Ismaël et Isaac. Voilà, c'est venu là. Je suis repassée dans la Bible et j'ai relu les circoncisions, c'est-à-dire Abraham à 99 ans, qui du coup tout le monde va se faire circoncire, Ismaël à 13 ans, et puis après, ça sera d'une autre façon. Tous les hommes autour, il va y avoir l'alliance. Sarah se plaint complètement de Agar, qui ne veut absolument plus la satisfaire en tant que servante. Donc Agar s'en va. Abraham, avant d'Abraham, l'a fait revenir, il va être Abraham, et il aura une grande descendance.
Et je me disais, mais enfin, si c'est pris littéralement, si c'est pris à la lettre, sans qu'il puisse y avoir de métaphore ni quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Elle devient folle. Est-ce que c'est pas cette folie qui est en train de revenir quelque part? Voilà, c'est un peu ça, comme ça. Mais dès la seconde page, j'ai pensé à ça. C'est un peu un raccourci, hein, ce que je fais. D'autant plus que Claude Raban, vous avez justement fait ce que je fais. Vous n'avez pas fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous avez pris toutes les précautions qu'il fallait pour ne pas renforcer le symptôme. Alors excusez ma vitesse comme ça. Non, vous avez le droit, les lecteurs ont le voilà. droit. Les lecteurs ont tous les droits. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Par rapport à la jalousie comme quelque chose de structurel de la structure, c'est la chose qui m'interroge le plus. J'avais envie de dire que quelque part, et ce que tu as dit à propos du refoulement originaire, que la jalousie c'est quelque chose qui tient au corps, hein, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes physiologiques de la jalousie, et que pour moi ce serait peut-être une façon de donner une représentation à quelque chose qui est du côté de l'insécable avec la mer. Voilà, parce que c'est insécable et qui est précieux, mais qu'on ne peut pas se représenter. C'est une façon comme ça d'en donner des prolongements dans la vie. Et ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'en recevant des enfants jumeaux, homozygotes ou hétérozygotes, la jalousie avait du mal à se construire entre eux. Ça, c'est très frappant. C'est très frappant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça venait justement comme une séparation. Absolument. Hein, de ce qu'il y avait pas. Une différenciation. Et quand il y en avait un, justement, moi j'en recevais qu'un en thérapie, à la fin de la thérapie, on voyait toute la souffrance et la jalousie et la pâleur sur le visage de l'autre, au moment où effectivement l'autre sentait que quelque chose avait pu être sécable, devenir sécable. Oui, je profiterai de ce que tu dis pour rebondir sur une question qui me court depuis un moment, enfin depuis le moment où j'ai commencé à lire le livre. C'est cette espèce de fascination en même temps que de non-compréhension de ce phénomène où ce sont les morts qui sont jaloux des vivants. Alors, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser que ça a à voir avec le don de la vie, c'est-à-dire que, bon, du point de vue physiologique, biologique, le fœtus est quand même alimenté par une partie de la mère, hein, mais directement, il en fait même partie, évidemment, par rapport au non-sécable dont tu parles, et qu'on pourrait dire que par la suite, à la naissance, il y aurait une espèce de traces qui ferait représentation ou pas, refoulée, forcose, j'en sais rien, mais du biologique, c'est-à-dire qu'on peut s'alimenter l'un de l'autre, enfin les uns des autres, donc phénomène de vampirisme dont vous parlez, et les morts qui finalement représenteraient un savoir non su, puisqu'on ne sait rien de la mort, mais on leur projetterait qu'ils en savent quelque chose de ce qui est la mort, et qu'ils nous envieraient la vie, et que nous, on pourrait finalement aussi leur envier d'en savoir quelque chose. Quoi. Mais ça renverrait à cette unité non pensée, sauf dans la théorie, mais dont on ne peut pas se souvenir, d'une unité dans le ventre paternel, où il n'y a pas de différenciation et où le sang passe. Parce que j'étais aussi très frappée que dans les mythologies aztèques, la terre se nourrit du sang des hommes. Il faut donc les tuer pour qu'elle en ait un maximum pour que le monde se régénère. Et de la même manière, Abel et Caïn, Dieu dit « J'entends crier les sangs de ton frère », c'était une des traductions dont j'ai entendu parler.
Et de la même manière, on a l'impression que là, il y a quelque chose du biologique. Quoi. Comment penser le biologique? Est-ce que l'arbitraire, qui est représenté dans la Bible par il accepte Dieu l'un des cadeaux et pas l'autre, on ne saura jamais pourquoi, c'est l'arbitraire. De la même manière, c'est l'arbitraire de la vie et de la mort. Quoi. Il y a une très... Enfin, c'est pas exactement ce que vous dites là, mais ça va un peu dans le même sens. Il y a une remarque de Lacan à propos de l'ombilique du rêve, où il dit au fond, Freud a eu cette espèce de génie de montrer qu'il y a dans le rêve, dans le symbolique, une trace, un stigmate, comme il dit, puisque l'ombilique est un stigmate de la naissance, du fait que chacun est lié au ventre de sa mère. Et donc le fait de ce stigmate d'être né de ce ventre-là et pas d'un autre, comme s'il y avait un stigmate de cette coupure originelle dans le symbolique lui-même, par un autre stigmate qui serait à l'intérieur du rêve. C'est le problème pour Adam, donc. C'est le problème pour Adam, en quelque sorte. Ce qui se retrouverait, alors ce que tu dis, ça renverrait à la question de Kierkegaard, dont Lacan ne peut pas être ignorant, sur savoir si le péché originel a eu lieu une fois, et comment il s'est transmis. Non, mais le regard... c'est l'histoire du ravissement de Leuwenstein, c'est le regard. C'est parce qu'elle les voit dans le jardin. Il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, tu l'as regardé, j'ai bien vu, on t'a vu. Et les voix aussi. Etc. Oui, le regard est... c'est un point tout à fait... sensible, effectivement, tout à fait crucial, je pense. Ce qu'on voit, ce qui a été vu, ce qu'on ne voit pas, etc. Enfin, dans le roman, c'est une espèce de course-poursuite du regard dans le déni. Ça manifeste quelque chose. L'objet convoité est toujours Non, mais il y a une telle quantité de sources possibles. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Bon, je pense qu'on peut remercier évidemment, plus que remercier Claude Rabban pour son livre. Bon, je voudrais...